Bonjour, bonsoir à tous pour cette fin de journée. Merci de venir pour une présentation où on va parler de YAML, de Kubernetes, de Kustomize forcément. C'est la dernière session de la journée. Si vous avez faim, c'est la mauvaise presse parce qu'il y a de la bouffe dans tous les slides. Désolé pour ça. Donc l'idée, on va parler de Kube et de comment on va manipuler tous ces objets. Donc, dans Cube, le Hello World, c'est une sorte de gâteau yaourt, on pourrait dire. C'est ce que vous allez faire avec cette ligne de commande. kubectl run, vous allez lancer, déployer dans votre cluster un composant. On ne sait même pas quoi ici, le back-end. Ce qui va se passer, c'est que la CLI, elle va parler à l'API server qui va derrière faire le fameux cycle de réconciliation de Cube. Ce n'est pas votre problème généralement en tant que consommateur de l'API. Ça va tourner jusqu'à atteindre un état de réconciliation terminé avec vos pods déployés dans votre cluster, dans vos nodes. Mais ça, on sait qu'on ne déploie pas comme ça en prod. En prod, on a des recettes, comme avec des bouquins de recettes de cuisine, on a des YAML. On a beaucoup de YAML, des deployments, des services, des config maps, des secrets, des ingress, voire même plus si vous utilisez des composants custom. On a des choses. Et tout ça, on les utilise à travers des méthodes de déploiement qui vont être différentes, soit du push, avec des solutions comme GitLab, kubectl apply, vous poussez vos datas, soit avec du pull, avec des outils comme Argo CD ou Flux, j'adore Flux, qui a vraiment la logique de faire du GitOps, ça va se brancher un repo Git et ça va tirer la data. Mais le problème, c'est que nos environnements, on a besoin de les customiser un peu, de les changer. Par exemple, il y a des choses que vous allez vouloir changer en fonction de l'environnement dans lequel vous déployez. Par exemple, en prod, on va mettre ce type d'annotations qui vont permettre de faire du paging automatique pour les équipes de veille qui vérifient que le système marche. Ou bien vous voulez, en fonction des environnements, déployer des images différentes. Des secrets différents, j'espère que vous n'utilisez pas les mêmes en dev et en prod. Pareil, vous allez pouvoir changer ce genre de choses. Et vous voulez gérer ce genre de choses. Potentiellement, il y a des choses qui vont être spécifiques à là où vous êtes ou au contexte de ce que vous faites. Dans du dev, très souvent, on se fiche du rolling update. Limite, on n'en veut pas. Chaque fois qu'on modifie notre code, on ne veut pas que l'appli elle redémarre avec un certain nombre. On veut que ça kill tout et que ça redémarre le plus vite possible. Ou en session de debug, il y a un problème, on veut retirer une readiness pour avoir accès au pod et savoir comment il fonctionne correctement au travers du service. On va vouloir modifier des choses. Et il y en a qui vont dépendre de là où vous déployez vos applis, cloud provider compris. Par exemple, pour activer un système de logging propre à la plateforme, ici le JSON GCP, pour que derrière vous puissiez les investiguer en prod dans les bons outils. Mais des fois, vous voulez avoir juste le format texte pour votre dev, voire même de la gestion de services compte ou ce genre de choses. Donc toutes ces choses-là, en fait, c'est des modifications que vous pouvez vouloir faire sur vos YAML. Et comment on peut les faire, ces modifications? Il existe plein d'outils. Mais la manière la plus basique, on a nos YAML de base, on va les forker, copier-coller, fork de repo Git, vous choisissez, et on va les modifier. Le problème à ça, vous le savez tous, hein, quand on fork un truc, se réconcilier avec Upstream, c'est vite limité, surtout si vous modifiez les mêmes fichiers. Donc, compliqué. Vous pouvez faire du patching intelligent où vous allez, ce qu'on appelle de l'overlay, vous allez garder les YAML de base de manière standard, donc potentiellement avec un guide submodule ou autre du repo d'origine, et vous allez dire, tu rajoutes tel champ à tel endroit du YAML. Ça marche, c'est très intelligent, mais ça a un défaut. Vous pouvez créer du YAML totalement invalide. Et en ça, c'est un peu dommage. On est là aussi pour avoir un truc qui soit résilient au format de Kubernetes. Et le dernier format, qui est le fait de tout paramétriser, ce que j'appelle Helm dans ce cas-là, et qui a vocation, en fait, si je prends un exemple, le chart Nginx, à rendre tout paramétrable. C'est comme ça que ça évolue. Je suis développeur et mainteneur d'un chart Helm, je le subis malheureusement. C'est en fait, on y va tout le temps. On commence simple et on amène plein de choses parce que les clients le demandent. Et ça, c'est un tweet du développeur principal du chart Prometheus, donc l'un des charts les plus installés dans les clusters Cube. En fait, ça dit vraiment le problème. Un chart est hyper simple à consommer, donc les utilisateurs en raffolent. Par contre, est un nightmare à gérer pour les devs. Et je le confirme, et je le vis tous les jours. Donc, il y a des solutions à ça. Et une des solutions, c'est d'utiliser ce qui est fourni par Kube, avec la logique de Kubernetes. La logique de Kubernetes, elle est déclarative.
vous dites ce que vous voulez. Il n'y a pas de if dans un fichier de cube, un template YAML, un fichier YAML pardon, de cube, il n'y a pas de if. Vous dites je veux déployer ceci et le système va s'en charger pour vous. Et donc ça, on l'a et on l'a directement dans kubectl, dans l'outillage de base. Donc pour le décrire et pour le voir ensemble, on va faire une recette de mon déploiement. Donc pour une recette, il faut d'abord mes ingrédients. Ici, j'ai les 4 ingrédients principaux de ma recette, mon back-end, ma database, mon front-end et mon file system. Vous remarquez que je n'ai pas groupé par élément technique de Kubernetes, je n'ai pas mis tous les config maps ensemble ou un fichier par config map, je les ai mis par logique technico-fonctionnelle, mais au moins, si je vire le file system, j'ai viré tous les éléments en lien avec le file system. Donc, c'est déjà un truc un peu pratique en termes d'organisation. Et par contre, quand on fait à manger, on a besoin de la recette en plus des ingrédients. Et ici, la recette, ça va être le customisation YAML. Ce customisation YAML, déjà, il a un énorme avantage. Il a, comme dans Kube, un API version et un kind, ce qui va permettre, dans les cas d'incompatibilité ou d'évolution du format, ce qui n'existe pas dans le Helm par exemple, de faire évoluer de manière rétrocompatible. Et ensuite, là, j'ai juste renseigné mes ressources qui sont des liens relatifs. Tout est relatif dans Kustomize. Faites-y attention, vous allez le voir dans toute la presse. Donc là, parce que le customisation YAML se trouve à côté des ressources en question, les noms des ressources sont juste écrits. Mais sinon, il y aurait des noms de dossiers intermédiaires. On prend ça, on a ce customisation YAML, on le met dans le mixeur. Donc ici, le mixeur s'appelle kubectl, apply-k pour Kustomize, d'un dossier cette fois-ci. Et en fait, le système va tout prendre, va tout packager et envoyer au cluster. Si vous voulez utiliser des fonctionnalités plus avancées de Kustomize, parce qu'il y a une release tous les 4 mois de Kube et de kubectl, mais il y a des choses des fois plus avancées qui n'atteignent pas l'état GA, on dira, dans Kustomize pour être intégré dans kubectl. Donc vous pouvez aussi utiliser Kustomize, le binaire, pour faire des Kustomize builds et les piper dans kubectl si vous voulez. Mais Kustomize, ce n'est pas qu'un truc pour packager des YAML qui existent déjà. On peut faire beaucoup plus. Donc là, on va voir que dans ce fichier-là, on va pouvoir mettre un max d'informations. Tout d'abord, parce que moi j'adore utiliser les config maps et les secrets. Au lieu d'écrire le truc de gauche, qui est un langage typé Kubernetes, c'est un config map, c'est un objet de Kube, on va avoir des générateurs, le config map générateur et le secret générateur. Et on va écrire ça dans le customisation YAML. Donc en fait, notre customisation commence à déjà ressembler à un fichier qui permet d'être un point d'entrée pour avoir la config de l'application. Bonus, on n'est pas obligé de se taper la logique, il est au moins ce truc, la logique d'encodage base 64 des secrets. Vous écrivez en clair votre secret dans le fichier. Donc vous avez quelque chose de lisible, vous pouvez le copier-coller et l'utiliser si vous voulez. Derrière, il n'y a pas que des literals qu'on peut utiliser. On a des fichiers d'environnement, donc des fichiers clés égale valeur, pratique, pour en loader si vous avez un gros fichier avec tout ça. Mais il y a aussi des files. Et quand je dis un file, c'est un file qui va être intégré dans un config map et déspécialisé par Kustomize pour enlever tous les trucs qui ne marcheront pas. Donc par exemple, le cas que je vois le plus souvent, c'est un nginx.conf qu'on modifie tous au travers d'un config map embeddé dans un nginx.conf embeddé dans un config map. Vous avez perdu la coloration, c'est pas pratique, c'est juste chiant. Là, vous pouvez l'utiliser directement depuis le file system et c'est super pratique. Et cerise sur le gâteau avec cette feature, c'est que les secrets et config maps qui vont être créés, ils ne vont pas être créés avec le nom que vous avez défini, mais avec un nom suivi d'un suffixe. Et ce suffixe va changer en fonction de la data qui est dans votre config map. Donc ce qu'on s'évertue toujours à faire avec Helm en rajoutant des notions de checksum qui vont pointer sur des fichiers, là c'est fait built-in par le système, vous n'avez rien à coder, ça existe de base. Vous changez un byte dans votre config map, le pod va redémarrer puisque c'est un nouveau deployment. Le truc va être automatiquement changé. Et il y a plein d'autres choses dans ce customisation YAML. Et en fait, tout ce qu'on ne veut pas répéter plusieurs fois, vous l'aurez à l'intérieur. Les namespaces, ça marche. Vous l'appliquez une seule fois, tous les fichiers vont avoir la notion de namespace directement. Même mieux, les airback et les role binding qui sont liés à des namespaces vont eux aussi se voir modifiés en fonction de ce cas d'usage. Donc vraiment très pratique. Vous voulez déployer, par exemple, si vous faites du blue-green avec plusieurs fois la même application dans un namespace, vous pouvez rajouter des suffixes et des préfixes qui vont automatiquement être ajoutés à toutes les ressources que Kustomize va gérer.
Donc derrière, vous avez des trucs qui vont apparaître et comme ça vous permet de gérer -v1, -v2, vous faites votre traffic mirroring ou ce que vous voulez sans vous prendre la tête directement à ce niveau-là. Ça, c'est une super feature. Avoir un catalogue de toutes les images directement utilisables dans votre customisation YAML plutôt que d'aller chercher tous les fichiers, tous les config maps et tous les deployments et stateful set pour lister qu'est-ce qui est utilisé par votre déploiement, ça a juste une valeur énorme parce qu'on sait que dans ce bloc, vous avez toutes les informations. Et c'est compatible avec tout ce qui existe. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de templétiser votre YAML de départ. Vous allez juste dire que toutes les images qui sont déclarées comme Docker, Bakery, comme backend, elles vont devenir inner delivery comme backend avec ce tag-là à la place, ou ce digest. Vous appliquez ça, vous allez avoir ce changement appliqué, fait pour vous. On n'a jamais modifié le YAML de départ que je vous ai montré. Et des choses, et ça c'est la killing feature pour ceux qui veulent migrer de Helm à Kustomize, Kustomize peut lancer Helm pour vous. Ça veut dire que vous allez avoir toutes les super features que je vous ai montrées jusqu'à présent et que je vais vous montrer encore, vous pouvez les appliquer par-dessus un chart Helm. Donc, ce que va faire Kustomize, rien de magique, hein. Il va faire du shell out, il va lancer Helm template, il va récupérer l'output de ce Helm template et le déclarer en tant que ressource dans votre customisation YAML, sans que vous ayez à l'écrire. Vous pouvez renseigner le chart, les values. Généralement, ce que je vois, c'est que les clients, ils mettent le minimum syndical à ce niveau-là et après, ils font toutes leurs modifications avec le customisation YAML. Donc, on met la config applicative dans le values et derrière, on fait tout le reste au niveau du customisation. Mais depuis tout à l'heure, ce que je vous évoque, c'est de modifier des choses. Mais on veut potentiellement déployer plusieurs choses, plusieurs environnements. Donc, il y a des mots-clés dans Kustomize. Par exemple, la notion de base. Alors moi, j'utilise le mot base, c'est dans la doc officielle. Rien ne vous force à l'utiliser. C'est un pas, c'est une recommandation, mais en aucun cas, vous êtes obligé d'utiliser ça. Donc là, j'ai déplacé mes fichiers, je les ai mis dans le dossier base. Et il y a ce customisation YAML qui est exactement celui de tout à l'heure, au détail que j'ai mis une variable par défaut pour le config map de la database, parce que je n'ai pas envie que tous mes utilisateurs aient à le reconfigurer. Et quand je vais déployer en dev, j'aurai ce fichier-là. Encore une fois, vous voyez que c'est relatif, /// base. Et par contre, je vais dire que mon config map generator de database, il a un behavior merge, ça veut dire qu'il va merger dans le config map qui existe déjà d'autres valeurs. Là, c'est les crédentiels, le login de la DB, et le deuxième a le password de la DB. Magie, miracle ou quoi que ce soit, la prod, c'est juste la même chose avec des crédentiels différents. Et donc, juste avec ça, vous avez deux déploiements différents avec des configurations qui vont leur être propres dans votre cluster. Et, chose extrêmement intéressante qui est le pendant de ce que pourrait être un Helm Registry, c'est que vous allez pouvoir stocker ces bases de manière remote sur un truc qui s'appelle Git, qu'on utilise tous, et donc les pointer avec des tags. Donc ça, si vous voulez faire des migrations, si vous voulez utiliser une version plus ancienne, vous allez pouvoir le faire avec juste un lien qui ressemble à ça. Kustomize va faire, comme pour Helm tout à l'heure, un Git clone, récupérer les trucs qui sont là-dedans et les utiliser comme base. Donc c'est tout à fait possible aussi. Il y a plein d'autres fonctionnalités hyper intéressantes, surtout quand on veut modifier des choses qui existaient déjà. Par exemple, ici, à droite, vous voyez un fichier qui ressemble à un deployment. En vrai, ce n'est pas un deployment. J'ai rien caché dans ce slide. C'est un sous-ensemble des champs du deployment que je veux ajouter. Donc là, c'est sur le deployment backend. Je veux juste ajouter une environment variable, une seule. Je vais le déclarer. En fait, ça s'appelle un patch. Et je vais le déclarer dans mon customisation YAML pour dire, ça, tu patches les ressources qui vont. Donc, en vrai, il va utiliser le nom qui est défini ici et le type pour trouver les ressources qui matchent là-dessus. Et derrière, qctl apply -k, on applique le résultat. J'ai exactement le truc de départ avec l'addition que j'ai fait. Donc, en fait, je n'ai pas modifié la base, j'ai rajouté quelque chose dedans sans, encore une fois, modifier une ligne de YAML dans le truc de départ. Et ça, ce qui est super pratique, c'est que je vais pouvoir, au lieu de faire un énorme fichier avec toutes les modifications, je vais garder les fichiers simples pour pouvoir les nommer. Et en fait, on va quasiment les nommer comme des fonctions. Ici, c'est iAvailability, HA. L'autre, c'est log_as_json. Et dedans, on va juste mettre ce à quoi ils servent, ce qu'ils vont activer dans le système. Comme ça, en termes de consommation, quand on regardera le customisation YAML, on n'est peut-être pas obligé d'aller creuser à l'intérieur. En fait, on ne voit pas la complexité de ce qu'il y a derrière. On ne lit, comme un nom de méthode ou de fonction, on ne lit que le nom. Si on veut fouiller, on peut, mais sinon, on peut se suffire de ça.
on l'applique, encore une fois, rien de magique, j'applique la prod, j'ai à la fois mon log format et mes éléments pour faire de l'affinity, anti-affinity et compagnie qui vont bien. Encore une fois, juste très simple. Et si je veux changer quelque chose qui est un petit peu plus complexe à atteindre par un patch, par exemple, dans un ingress, le host, il n'y a pas un chemin direct, c'est une liste, donc c'est quelque chose de complexe à atteindre. Il y a une spec qui s'appelle JSON 6902 qui vous permet d'écrire un JSON patch qui ressemble à ça. Hein. Donc c'est une opération, un chemin JSON et la valeur que vous voulez y appliquer. Vous allez le déclarer de la sorte. Alors cette fois-ci, on est obligé de dire sur quelle ressource on l'applique puisque le nom de la ressource n'apparaît pas dans l'autre fichier. Et derrière, encore une fois, on applique ça et le champ est automatiquement changé. Donc vous allez pouvoir partager votre ingress avec un nom tout doux, to be replaced ou quoi que ce soit, et c'est celui qui va le consommer qui pourra faire juste cette addition pour aller patcher et mettre le nom qui va bien. Donc le fichier d'ingress est quelque chose de beaucoup plus partageable. Mais encore une fois, là, je suis sur une modification, mais si je veux faire plusieurs environnements, il va me falloir plus de choses. Là, je vous montre un cas d'usage de prod que j'ai vécu où on avait une arborescence assez complexe, on déployait sur une dizaine de plateformes, chaque environnement était multiplié par 5 fois le nombre de cloud providers, donc on partait d'un truc assez simple et on est arrivé à un truc très compliqué. Je vous déconseille d'avoir une arborescence si complexe. Gardez un niveau, aujourd'hui ce que je conseille même chez Gradle, c'est d'avoir un truc à un seul niveau, pas plus. Mais ça a un avantage d'avoir des niveaux intermédiaires, c'est qu'on va pouvoir avoir des bases intermédiaires. Tout ce qui va être, par exemple, dans mon cas, sur GCP, je vais pouvoir dire, tu actives le log au format JSON. Et donc, tous les environnements qui vont découler de ça, donc là, vous voyez la base intermédiaire à droite, et vous le voyez à gauche, ce n'est pas la base de départ, c'est la base dans le dossier Google Cloud, et qui elle-même tire la base de départ. Donc, en fait, on a un héritage à deux niveaux. Et derrière, en tant que consommateur, je n'ai même pas de détail de GCP ici. Je tire quelque chose qui vient d'un autre endroit. Mais le problème de cette logique-là, héritage à plusieurs niveaux, dans le dev, on sait que c'est une mauvaise idée. Ce qu'on va faire, c'est potentiellement, imaginez là, hein, je veux ajouter une fonctionnalité d'un serveur OpenLDAP à mon application. Le problème, c'est que si je veux rajouter ça que sur deux environnements et dont l'élément commun n'est que la base globale, tout le monde va l'avoir. Or, ce n'est pas ce que je veux. Dans Customize, vous avez la notion de component. Là, on voit que le kind sert à quelque chose. On est sur un fichier qui est un customisation YAML, mais qui est un kind component. Et celui-ci, en fait, il faut le voir comme un élément sur étagère. Vous y avez accès, le développeur de la base vous met à disposition ce fichier, et il faut le voir, encore une fois, comme une fonction qui va venir customiser la base de départ. Parce que là, si je veux activer un serveur OpenLDAP, il faut que je déploie OpenLDAP, ok, c'est ma ressource. Mais par contre, il faut aussi que j'aille patcher le backend pour lui dire « Hey, il y a un serveur OpenLDAP et voici les crédentiels potentiellement. » Et donc, ce component, il va faire ça. Mais il ne le fera que si vous, en tant que personne qui déclarait le customisation YAML qui va être appliqué à la fin, vous allez dire « Je veux loader ce component ». Par défaut, un component n'est pas loadé. En fait, c'est vraiment une feature sur étagère que vous allez pouvoir charger. Et derrière, seulement ceux qui l'auront déclaré, donc en opt-in, vont avoir accès à ça. Et pour finir sur cette présentation de 20 minutes qui est très courte, les plugins. Dans Customize, on peut même faire des plugins. Si vous voulez mettre de la logique custom dans le traitement de votre YAML pour plein de choses différentes, vous pouvez développer un plugin en Go, puisque tout l'univers Kubernetes, Customize et kubectl est en Go, ou bien, comme pour Helm ou Git, on l'a vu pendant la presse, faire du shell-out, exécuter quelque chose qui se trouve en dehors. À partir du moment où ce truc se trouve au même endroit où vous exécutez la ligne de commande, vous allez pouvoir l'utiliser et donc derrière faire ce que vous voulez. Par exemple, ici, des sub-secrets. J'ai un objet qui est un secret un peu particulier avec un type qui m'est custom. Ce type-là n'atteint jamais le cluster. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'à l'aide d'un générateur, il va appeler un binaire qui va transformer le truc de gauche dans le truc de droite. Donc là, ça nous permet d'avoir cette transformation et donc peut-être des trucs internes à la boîte ou à votre métier que vous voulez faire apparaître. Et vous avez aussi la fonctionnalité des transformers qui est, il faut le voir comme un pipe en Linux. Vous avez accès à tout le YAML que Customize va avoir à disposition. Vous avez ça, vous pouvez le parser, modifier les choses et ensuite recracher tout ou partie, voire même
étendre le YAML si vous voulez. Donc ça peut être utilisé aussi au niveau de kubectl et Kustomize. Mais il y a énormément de fonctionnalités et dans les 20 minutes, je n'ai pas le temps de tout évoquer. Donc j'espère que ça vous a plu. Je vous remercie. Je suis Kevin, Google développeur expert sur la partie Cloud et Kotlin, GitLab Hero. Je travaille chez Gradle. Et si vous avez des questions, je suis disponible. Merci à vous. Est-ce qu'on a des questions? Et puisqu'on est le dernier slot, normalement, on ne se fera pas mettre dehors. Oui, merci pour la présentation. J'avais une petite question Yes. sur les components. Yep. Tu leur donnais un lien relatif, mais est-ce que tu peux leur donner une URL Git? Tout à fait. Ça marche comme les bases remote. Donc, on peut très bien utiliser des components remote, voire même partager des components au travers de plusieurs applications. Donc oui, très bonne question et c'est un potentiel ajout que je pourrais faire sur la presse. Merci. Merci pour la présentation, bien évidemment. Si. Quelque chose qui m'avait perturbé, vous avez mentionné que tout est relatif dans Kustomize. Yes. Des fois, ça menait à des chemins qui étaient un peu confusants. Ah oui, tout à fait. On a vu du point slash point slash là. Juste là, par exemple. Celui-ci, il est magique. Est-ce qu'il y a une possibilité ou est-ce que c'est pas du tout prévu, je sais pas si vous le savez, qu'on ait une fausse route par rapport à la racine Non, d'un repo d'un Kustomize? c'est pas d'actualité. Au pire, tu pourrais utiliser les bases remote qui feraient que tu aurais un Oui. chemin que tu déclarerais une seule fois et qui serait peut-être un peu plus propre. Mais c'est vraiment une volonté d'avoir tout en relatif tout le temps. Donc, je sais qu'on n'a pas l'habitude au départ, mais oui, là-dessus, non, il n'y a pas d'idée de changement pour l'instant et c'est prévu comme ça. Et d'ailleurs, c'est pour des éléments de sécurité aussi, pour pas loader des choses. Parce que tu ne peux pas aller loader quelque chose qui se trouve en dehors du dossier où Kustomize se trouve pour aller reloader quelque chose ailleurs. Tu ne loads que dans les siblings et au même niveau. Donc eux, ils le vendent même comme pour de la sécurité. D'accord, merci. De rien. D'autres questions? Top, merci. On l'a vu. Du coup, je pense qu'on a compris, mais du coup, entre Helm et Kustomize, du coup, tu vas nous dire qu'il faut utiliser tout le temps Kustomize. Est-ce que pour toi, il y aurait des contextes dans lesquels Helm, ça serait plus adapté? Si un client te le demande. Ok. Et après, du coup, j'ai une question à tiroir, c'est que du coup, Alors, juste, je peux rajouter pour le précédent. Quand je fais du Helm, je n'expose généralement que l'API de la configuration de mon app et on rejette très souvent les demandes d'évolution de est-ce que vous pouvez gérer tel type d'objet, tel truc, telle configuration de tel port. En fait, il faut voir vraiment Helm comme une boîte fermée. Et le problème, c'est qu'on a tendance, comme vous l'avez vu sur le chart Nginx, à vouloir tout ouvrir. Et en fait, en ouvrant tout, on rend le truc plus compliqué que ce qu'on voulait simplifier. Donc pour moi, c'est plus le bon outil. Et justement, moi, je me suis retrouvé dans un cas comme ça où en fait, on avait plein de microservices à gérer et en fait, ils avaient une racine qui était commune et on s'est retrouvé justement à avoir besoin de faire des ifs de partout. Alors, on a tordu Kustomize et c'est rentré dedans, mais du coup, il a fallu patcher un peu violemment. Et dans ce cas-là, tu dirais pas on reste sur du Kustomize parce que la fonctionnalité des scripts, des plugins, ça a l'air vachement cool, ou est-ce que du coup, là, dans ce cas-là, il vaudrait mieux partir sur un pur Helm? La réponse là-dessus, elle est pas. Ça va vraiment dépendre des cas. Pour moi, il y a une logique de. Il y a plein de moments où Kustomize peut suffire. Il y a quelques moments où Helm peut aller, et encore. Mais des fois, même un opérateur simple pourrait faire plus le taf que du Helm, parce qu'au final, la syntaxe dans Helm, la maintenabilité de Helm est un peu compliquée. Donc, se dire que coder quelque chose qui va être juste un tout petit opérateur qui va faire l'install en lisant un CRD qui a l'avantage d'être versionné, donc quand vous faites des montées en version d'un composant, c'est beaucoup plus efficace de le faire avec un opérateur que de le faire avec du Helm, par exemple. Donc, ça va vraiment dépendre des cas. Personnellement, j'aurais tendance à quand même essayer, sans tordre, hein, encore une fois, utiliser le bon outil pour votre besoin. Si le chart Helm devient trop compliqué, c'est que potentiellement, il y a déjà un problème. Donc, c'est à ce moment-là qu'il faut le choisir. Ok, top, merci. D'autres questions? Non. C'est bien de passer en dernier slot.
Merci pour la présentation. Merci. C'est peut-être plus une discussion que vraiment une question pure. Personnellement, je trouve que, comme ce que vous avez dit, en fait, Helm, quand ça rentre dans le cas que vous avez montré, potentiellement, il faut revoir des choses. Je pense que la tendance des choses, à l'époque là, c'est qu'on réutilise une même template sans dupliquer. Mais jusqu'à un certain moment, C'est ça. on commence à avoir trop d'IFRS, toutes les conditions pas possibles qui arrivent Tout à à fait. gérer. Comparer entre Helm et Customize, je trouve qu'il y a vraiment des moments, Helm, ça peut être potentiellement un peu plus simple. Typiquement, le remplissage des variables, parce qu'il suffit qu'on a un YAML relativement simple, là, structuré, sans voir comme Customize, c'est relativement une approche de écrasement, de compléter en grosso modo. Donc on est plus ou moins obligé de répéter tous les niveaux jusqu'à... Alors ça, c'est quelque chose qui est aussi très important à la fois dans l'outillage et même dans le développement sur ces parties un peu plus ops. Il ne faut pas avoir peur de faire des copier-coller. On apprend pendant des années à se dire don't repeat yourself, mais des fois, je préfère un simple copier-coller qui solve beaucoup de problèmes plutôt qu'un couplage fort. Parce qu'on oublie que quand on fait de la réutilisation, on fait du couplage. Et après, quand on veut le défaire, le couplage, c'est un enfer. Donc voilà, à toujours prendre en compte. Et perso, dans des déploiements, j'ai des Helm templates qui font, quand je dois déployer 2 ou 3 fois la même chose, j'ai un Helm template qui prend un fichier, qui le commit, et derrière, je vais réutiliser ça en base. Et si j'ai besoin de le faire 3 fois avec des values différentes, eh ben, je copie-colle, et c'est pas grave. Donc vraiment, dans ce domaine-là, essayez pas de toujours être dans le don't repeat yourself, copier-coller, ça marche très bien. Même avec Helm, c'est possible de faire le chart sous-chart pour ce genre d'objectif. Ouais, mais là, on arrive sur des complexités qui, pour moi, sont déjà trop hautes. Alors, la question, ça revient un petit peu sur ce que vous avez présenté à la fin, le customize, la possibilité d'utiliser le chart de Helm. Donc, ça fait quoi exactement? Ça fait un bon moment que je n'ai pas y réutilisé. Ça fait un Helm template. Ça duplique tous les services, tous les services, déploiements, tout ça, comme ce que fait Chart en globalité. Ça lance exactement un Helm template. Ça exécute la commande Helm template et le résultat, ça le prend, ça le met dans un fichier temporaire et ça le load dans Customize. Ok, ça marche. Donc, c'est bien pratique maintenant. Très pratique. Ça marche. Merci. Je pense qu'on est bon sur les questions. Merci. Donc merci à vous et bonne fin de journée et demain, bonne journée, bonne conférence. Merci.